Place à présent à l'économie. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. Depuis quelques mois, des signaux indiquaient des hausses des cours du cacao, mais on était loin de s'attendre à de tels records. Fin mars 2024, la tonne de cacao atteint les $10 000 la tonne à New York, son plus haut niveau depuis 1977. Comment les producteurs de cacao eux-mêmes profitent de cette situation? Les prix pourront-ils encore grimper davantage? Comment se positionnent les grands pays producteurs de cacao au monde, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana? Autant de questions sur lesquelles nos invités porteront des éclairages tout à l'heure. Avec nous, Monsieur Penatirgue Soro, vous êtes le président de l'Association nationale des agriculteurs et des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, l'ANACACI. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec nous sur ce plateau, Monsieur Thibaut Yoro, vous êtes le secrétaire général et le porte-parole de la Centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Alors, messieurs, depuis quelques semaines, les prix du cacao sur le marché semblent défrayer la chronique. Comment fonctionne exactement le marché du cacao dans le monde pour arriver à ces prix? Monsieur Soro. Merci d'abord de nous permettre en tant que producteurs de bénéficier de votre chaîne de télévision parce que l'information en milieu rural n'est pas évidente et donc si vous nous donnez cette occasion, c'est nous qui vous remercions. Pour ce qui est du marché du cacao, il faut comprendre que comme tous les marchés, c'est la réglementation entre l'offre et puis la demande. Cette année, malheureusement, on se retrouve dans une tendance où, disons, la demande est devenue plus élevée que l'offre, où on observe à partir de maintenant des prix très records du marché, comme vous avez dit, depuis les années 1977. Et normalement, cette situation, pour une fois, ça devrait profiter aux producteurs agricoles, mais compte tenu de la situation ou des différentes politiques de commercialisation de chaque pays, je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, la hausse du marché n'est pas en train de profiter réellement aujourd'hui aux producteurs ivoiriens. Alors, on va revenir sur cette question tout à l'heure, mais déjà, quand vous dites la demande est plus élevée que l'offre, qu'est-ce qui peut justifier ça? On a vu en tout cas beaucoup de politiques, beaucoup d'initiatives pour diversifier, intensifier la production agricole au niveau du cacao. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui la production est aussi faible que ça pour susciter tant de spéculation? Oui, bon, ce qui explique la baisse de production, il y a d'abord des phénomènes climatiques. Il y a d'abord le climat qui a changé avec la sécheresse, avec également la maladie du Sholenchut qui a détruit beaucoup de plantations. Et il y a aussi que l'État a pris des mesures vraiment très dures contre les quelques planteurs qui occupaient les zones, les parcs de réserve et autres. Voilà, donc tout ça, conjugué, toutes ces mesures conjuguées là, influent négativement sur la production nationale. Donc une baisse de production, déjà on est en manque. Qu'est-ce que, en tout cas en tant que producteur, qu'est-ce que vous faites ou bien comment est-ce que l'État vous accompagne pour vous permettre de revenir à des niveaux de production assez importants pour arriver à juguler ce problème? Je pense moi qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a tout ce que nous appelons le programme de durabilité qui devrait normalement contribuer à améliorer les revenus des producteurs et les maintenir dans le système de production. Mais également, vous voyez, il y a certaines dispositions qui n'ont pas été prises depuis lors parce qu'on ne s'est jamais imaginé que le climat allait venir perturber la production. Et nous-mêmes, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un programme qu'on appelait le DQC, qui était le programme de développement quantité-qualité, qui a été arrêté parce qu'on était arrivé à un record de tonnage très élevé à 2,2 millions. Donc, étant quand même un pays qui influence la production avec plus de 40% de l'offre mondiale, il était question que nous puissions quand même stabiliser cette production-là. Et le programme DQC a été arrêté, ce qui a fait qu'on a stabilisé la production. Donc, on n'était plus encouragé à battre de nouvelles plantations. Il y a eu, comme il a dit, des programmes dans le cadre de la qualité, de la traçabilité. Tout ce qui était production des zones classées et forêts classées a été extirpé. Et il faut reconnaître aussi que la population productrice de cacao a quand même vieilli, puisque c'est depuis les années 1900, des années d'indépendance qu'on produit du cacao. Et les politiques n'ont pas totalement contribué à renouveler cette classe-là, parce que les jeunes n'ont pas été totalement attirés vers le renouvellement de cette classe de production. Donc aujourd'hui, quand vous avez des plantations qui commencent à vieillir depuis plus de 40-50 ans, bien entendu, la production va baisser. En plus de ça, si le climat, avec le changement climatique,
le réchauffement climatique vient jouer encore sur la production. On arrive aujourd'hui où l'offre globale du marché mondial a baissé de 30%. Donc ce qui fait que les deux gros pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui cumulent à eux seuls plus de 60% de la production, si à ces niveaux on observe une baisse de la production, c'est bien entendu que l'offre globale du marché puisse baisser, et ce qui entraîne aujourd'hui la demande qui est plus élevée que l'offre. Alors justement, dans ce contexte de spéculation qui n'arrête pas de grimper, à qui profite aujourd'hui le cacao, l'industrie du cacao? Parce que tout à l'heure, il vient de dire les producteurs ivoiriens ne bénéficient pas de ces coûts qui semblent s'envoler. À qui profite actuellement cette situation? Bon, à qui profite cette situation de flambée des prix à l'international? Il faut le dire, dans une certaine mesure, c'est certainement aux négociants et aux intermédiaires. Mais il y a que le producteur bénéficie quelque part, parce que certains exportateurs, ayant vu leur marge bénéficier à l'international, ont décidé donc de payer 1400 pour certains, 1600 pour d'autres. Et c'est ce que le DG du Conseil Café Cacao a appelé surpaiement. Vous voyez, donc si ces prix n'étaient pas encadrés et interdits, il est évident que ce prix de 1400 ou 1600 va se répercuter au bord champ. Parce qu'au bord champ, c'est 1600, 1250, 1300 même dans certaines localités. Donc implicitement, cette flambée des prix-là profite aussi aux producteurs. Mais il n'y a que la note du directeur général du Conseil Café Cacao qui interdit donc ces bonus-là, parce que pour nous, c'est des bonus. Nous, on appelle ça super bonus, qui interdit donc ces bonus-là, qui fait que l'actualité est un peu... on a l'impression que, bon, le directeur, il dit une chose et il fait son contraire. Parce qu'on est tous d'accord que lui-même, c'est quelqu'un qui s'est battu avec son institution, bien entendu, qui s'est battu pour un revenu décent aux producteurs et qui s'est toujours battu pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Alors, si aujourd'hui certains exportateurs payent à 1400, 1600, là où ils devaient payer 1080 francs, nous croyons que le Conseil Café Cacao devait s'en féliciter. Mais malheureusement, c'est une note qui est plutôt prise pour bloquer et pour empêcher ce qu'il a appelé le surpaiement. Pour nous, c'est un bonus. Justement, parlons de ce bonus. Si je comprends bien, au niveau des prix du cacao en Côte d'Ivoire, ces prix sont encadrés dès le début de la campagne déjà par le Conseil Café Cacao. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire c'est un frein ou c'est un inconvénient, c'est un avantage pour les producteurs quand on regarde la situation actuellement? Quand on voit par exemple que la Côte d'Ivoire, en tout cas la tonne de cacao se vend autour de 1600, 1800 $, alors que sur les marchés internationaux, on voit qu'on est à 10 000 $ la tonne. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour les producteurs et comment cela pourrait être corrigé? C'est même une des occasions pour qu'on puisse voir les limites de notre système de notre réforme qui a été initiée depuis 2011. Nous nous sommes engagés dans un contexte de sécurisation des revenus de nos producteurs. Donc, à partir de ce moment, on se lance dans un système de vente par anticipation. Et donc, pour faire une vente par anticipation, ça veut dire que vous devrez vendre la saison avant de rentrer dans la campagne. Et vous voyez que cette hausse de prix actuelle, c'est maintenant que nous sommes en train de vendre la campagne prochaine avec ces prix actuels. Alors que la saison passée, cette campagne que nous livrons actuellement a été déjà vendue avant qu'on ne rentre dans la phase d'augmentation des prix. Donc, bien entendu, on finit de vendre et on tire le prix moyen de la vente qui devient le prix moyen de vente et on dessert le prix résiduel aux producteurs. Donc, les ventes de cette campagne ne profitent pas, bien entendu, de l'augmentation actuelle, mais nous espérons que la saison prochaine, puisque nous vendons avec l'augmentation actuelle, cela va profiter aux producteurs. Mais ceci dit, la situation actuelle de l'augmentation du marché devrait aussi profiter aux producteurs, puisque c'est en train de profiter actuellement aux négociants. C'est comme vous avez payé une marchandise à 1000 francs et aujourd'hui le marché flambe au point où vous la vendez à 5000. Bien entendu, vous pouvez servir un bonus sur cette plus-value que vous avez là, que vous desservez aux producteurs. C'est ce qui se pratique en réalité, parce que quand le cacao manque et que les exportateurs qui se tirent par rapport à leurs différents contrats veulent avoir du produit, bien entendu, chacun essaie de mettre un peu plus pour permettre d'avoir du produit. Mais cela aussi doit se répercuter sur le terrain, parce que quand une coopérative qui doit payer à 1000 francs le kilogramme et que son voisin est en train de payer à 1200,
cette coopérative ne peut pas payer à 1000 francs parce qu'elle a aussi besoin de produits pour son fournisseur. Donc la chaîne remonte jusqu'au producteur et nous pensons que c'est même l'occasion que le Conseil doit nous aider à plafonner, sinon à réguler cette partie de la prime pour que ça puisse profiter aux sociétés coopératives qui aujourd'hui, où la marge de 88 francs est très minime par rapport aux charges, aux augmentations des prix, le carburant et tout ça. Donc ça devait permettre aux sociétés coopératives qui sont le relais des producteurs de permettre à gagner sur cette cote que les exportateurs, les négociants sont en train d'avoir. Donc pour nous, décider de dire qu'on veut protéger une partie des petits exportateurs, parce que c'est ce que le Conseil a expliqué. Ils expliquent que si on laisse la surenchère se développer, les petits exportateurs ne pourront pas se mettre aussi au même niveau que les multinationales et donc ils ne pourront pas payer. Or, nous, on s'est dit que s'il y a combien de petits exportateurs par rapport à 1 million de producteurs, par rapport à 3000 sociétés coopératives qui doivent bénéficier de cette situation. Donc, en tant qu'organe de régulation, ils doivent contribuer à réglementer cette partie en disant mais aujourd'hui le marché est favorable de sorte que moi qui suis au service des producteurs, parce que c'est ça le conseil, je permets à mes opérateurs, sinon les coopératives, de pouvoir bénéficier de la situation actuelle du marché en attendant qu'on puisse avoisiner les prix du Cameroun et des autres. Mais en gérant vraiment cette partie de la prime, de sorte qu'elle soit plafonnée, qu'elle soit régulée et maîtrisée pour que tous les opérateurs qui sont sur la chaîne de valeur puissent profiter de la situation actuelle. Alors permettez-moi de vous poser cette question à tous deux au vu de votre expérience. Quand on regarde par exemple la Côte d'Ivoire qui produit pratiquement 40% de cacao et on voit les pays limitrophes qui n'ont pas cette même politique de protection au niveau des coûts du cacao, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut avoir une fuite du cacao vers ces pays où les prix sont relativement élevés, les producteurs ne vont pas essayer de trouver des échappatoires pour avoir de meilleurs revenus? Oui, effectivement, c'est l'une des raisons même, c'est l'un des motifs même qui suscite le trafic illégal du cacao hors des pays. Vous voyez, hors de la Côte d'Ivoire, donc dans les pays voisins. Parce que, vous savez, il y a un chanteur qui disait on travaille pour payer mouton, on ne travaille pas pour devenir mouton. Donc le planteur, quand il travaille, son salaire, c'est le prix Borchamp. Alors, quand il est payé à 1000 francs, et à côté de lui, souvent, ils ont des plantations qui sont à cheval sur la Côte d'Ivoire et en même temps sur la Guinée. C'est à un pas. Idem pour le côté Libéria. Donc, c'est pratiquement le même pays. Le champ est à une moitié de l'autre côté, à une moitié ici. Bon, un paysan pareil, quand il doit vendre 1000 francs, alors qu'il sait que son voisin d'à côté vend 2000 francs, 3000 francs le kilo. Mais il va être tenté. Il va être tenté. Donc, il faut des mesures incitatives, il faut des mesures qui puissent décourager ce trafic illégal-là. C'est pourquoi nous avons dit que la décision du directeur général a manqué d'opportunité. Voilà, il aurait saisi cette histoire de bonus-là, qui est payé à l'entrée des usines-là, pour pouvoir motiver et stimuler ceux qui font fuir le cacao pour qu'ils envoient dans les différents ports. Notamment au port d'Abidjan et de San Pedro. Pour nous, c'était un motif qui devait les faire venir. Au moins, à défaut de 1000 francs, si on paye à 1400, 1600, mais ça peut les intéresser. Mais si on reste toujours cramponné sur 1000 francs, mais il va s'en dire que c'est difficile parce que déjà avec la marge bénéficiaire des coopératives qui est concédée, c'est 80 francs. 80 francs depuis plus d'une dizaine d'années, hein, ça n'a jamais connu d'augmentation. Elle est statique, cette marge-là. Alors que le coût du carburant a augmenté plus de 3-4 fois. Les véhicules, le président de la République a pris une ordonnance interdisant l'importation de véhicules usagés. Donc il faut maintenant payer des véhicules neufs. Du coup, le coût des véhicules augmente. Et il y a beaucoup de contraintes. La loi WADA qui est venue aussi nous mettre dans un, je sais pas comment dire, dans un traquenard. Mais c'est encore une loi qui crée beaucoup d'ouverture. Et que dit cette loi? Non, la loi dit qu'on est désormais des sociétés coopératives. Donc le caractère social et économique des coopératives a disparu. Nous sommes maintenant des sociétés à part entière. Vous voyez. Alors une coopérative, c'est d'abord un instrument qui, comment on appelle ça, qui joue le rôle de crédit, qui joue le rôle de papa dans les campements et les villages. Puis c'est des planteurs qui se réunissent et qui se mettent ensemble. On faisait le dépôt-vente avant. Mais maintenant, avec cette loi-là, il n'y a plus de dépôt-vente, il faut avoir la liquidité. Entre-temps, on n'a pas de financement. Mais comment on fait face
à cet environnement où la concurrence est rude, avec des opérateurs, eux qui sont outillés. Des gens ne sont pas des producteurs nécessairement, mais ils s'organisent et ils créent des coopératives. C'est des hommes d'affaires. Mais ces coopératives d'hommes d'affaires, là, eux, ils sont outillés au plan international, au niveau du monde bancaire. Ils sont suffisamment outillés. Face à des producteurs qui ne connaissent même pas le milieu bancaire, on fait comment? Vous voyez, c'est difficile. Donc, c'est beaucoup de contraintes. C'est pourquoi on avait souhaité que le directeur général devait vraiment revoir sa décision d'interdire les bonus là pour pouvoir un tant soit peu alléger la frustration des producteurs. Parce qu'il faut le dire, c'est une grosse frustration que nous vivons. C'est vrai, le système il est encadré, c'est un système de stabilisation et avec un prix minimum garanti. On dit bien prix minimum garanti. L'ordonnance 1008 de 2012 dit en son article 17, prix minimum garanti. On ne doit pas payer en dessous. Mais on peut payer au-delà du prix. On peut payer même au-delà. Et vous parlez de frustration. On a lu un peu ça et là dans certaines presses que par exemple en Côte d'Ivoire, certains producteurs s'apprêteraient à faire grève, en tout cas à manifester leur frustration. Est-ce que vous pensez que dans un tel contexte, cela est opportun? Concernant ça, je sais que la frustration est là, mais concernant un mécanisme, est-ce que... Il faut le dire. Regardez déjà même tous les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, que ce soit du côté de l'Est ou du côté de l'Ouest. Vous voyez, à un moment donné, quand soit on a une différence de prix, c'est la Côte d'Ivoire qui paye le pot en matière de production. Vous avez des pays limitrophes à la Côte d'Ivoire qui ne produisent pas du cacao, mais à des moments donnés, elles se sont fait passer pour des exportateurs de cacao, on en sait. Aujourd'hui, vous avez la majorité des pays qui nous encadrent, ce sont des pays qui ne sont pas trop producteurs, qui ne vivent pas du cacao comme nous, mais qui profitent de certaines situations. Alors même que ce sont des opérateurs qui sont chez nous ici, qui se sont installés de l'autre côté et qui tirent la production. Donc c'est le prix qui peut maintenir le producteur, non seulement dans la production, mais qui peut faire mettre en sorte qu'il soit encouragé et comme on appelle, rester dans le système. Pour ce qui est de la grève de nos confrères, moi je pense que la grève a été suspendue parce que nous sommes montés au créneau pour expliquer aux producteurs que ce n'est pas le moment, parce que le problème de la filière c'est quand même beaucoup plus profond et sérieux. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la perche que le gouvernement a lancée à travers le Conseil du café cacao, qui est de mettre en place l'interprofession de la filière, qui remettra les producteurs au niveau de l'appareil de décision sur la filière, c'est ce qu'il faut encourager aujourd'hui. Sinon, tous les problèmes de la filière sont bien connus, c'est bien dressé, mais ce n'est pas en dehors de la gestion de la filière qu'on peut régler nos problèmes. Donc, les confrères qui ont voulu gréver, effectivement, ne sont pas dit qu'ils n'ont pas raison, mais nous avons estimé qu'il faut prendre le problème à partir de la cause, des causes, et puis le traiter de façon efficace. Et nous, on accompagne véritablement la mise en place de l'interprofession et qui nous mettra au cœur, sinon dans le système de gestion de la filière. À partir de ce moment, si vous-même vous êtes dans un système de décision, vous veillez non seulement sur vos intérêts, mais après, vous n'accusez pas les gens aussi. Donc, pour nous, la grève ne va pas régler les problèmes qu'on connaît déjà. Il faut discuter avec l'État, il faut discuter avec l'administration, et puis bon, mais comme les bureaux sont ouverts, on essaie de travailler pour arriver à la mise en place de notre organe. Alors, monsieur, au moment où, en tout cas, les coûts du cacao semblent défrayer la chronique, on est aussi dans la période, les alentours de la fête de Pâques, la fête du chocolat et autres. Alors, on se demande bien, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde, producteurs, coopératives, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'assurer une transformation au plan local pour permettre d'amortir ce genre de chocs internationaux? Oui, évidemment, vous voyez, d'abord, ce que nous vivons, c'est une situation qui va nous donner beaucoup d'enseignements et qui nous donne déjà beaucoup d'enseignements. Au niveau de l'État, déjà, le président de la République a pris une décision actée d'arriver au moins à 50% de la transformation. Ça, c'est une importante décision que nous saluons au passage. Parce que tant qu'on ne transformera pas nos produits localement, on ne va pas réaliser de plus-value. On sera tellement dépendant de l'extérieur qu'on va vivre des situations pareilles. Donc de plus en plus, la volonté ou bien la question de la transformation sur place, elle s'impose à nous. On est vraiment obligé de nous convertir en transformateurs pour qu'effectivement on puisse bénéficier un tant soit peu de ce que nous faisons, qui est notre travail de producteur agricole. Voilà, donc c'est une volonté qui est affichée, qui est matérialisée.
une volonté du président de la République que nous accompagnons. C'est pourquoi tout à l'heure, je reviens sur ce que le président Soro vient de dire. Vous voyez, pour nous, l'interprofession va régler définitivement la question de la représentativité des producteurs. Depuis 2011, nous sommes en 2024. Voici bientôt 13 ans et plus que les producteurs ne sont pas dans les instances de décision. Là où on fixe le prix, aucun producteur. Là où on parle même de la politique de commercialisation, aucun producteur. Vous voyez? Donc, il est vrai que le système de stabilisation avec un prix garanti, vente anticipée, tout et tout, il est bien parce qu'il sécurise le revenu du producteur. Mais en même temps, cette situation que nous vivons avec l'envolée des prix à l'international n'a pas été prévue dans ce système. C'est pourquoi nous parlons d'un système hybride. C'est-à-dire qu'il est d'abord stabilisé et puis on a joint une autre étape, une autre partie qui va concerner l'envolée des prix au cas où ça arrivait comme ce que nous vivons en ce moment. Mais comme ce n'est pas prévu, le DG prend une décision et bon, vous voyez que ça crée des grincements dedans. M. Soro, vous partagez ce point de vue et surtout la question de la transformation. Quel est votre point de vue à ce sujet? C'est pour ce qui est de la transformation, je pense qu'on devrait avoir une politique beaucoup plus déterminée et basée sur les locaux, sur les nationaux. Ça, il faut le dire, le cacao est produit en Côte d'Ivoire, mais nous ne croyons pas qu'il profite aux Ivoiriens. Ça, pour ce qui est du niveau d'exportation, vous pouvez le savoir, c'est plus d'environ 6 grosses multinationales qui contrôlent 80% de la commercialisation de la production. Ça, c'est déjà quelque chose où nous estimons que c'est un risque à nous-mêmes parce que quand vous avez déjà votre chiffre d'affaires qui est basé sur 80% de votre chiffre d'affaires qui est basé sur un ou deux clients, c'est que vous êtes en risque. L'autre chose, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de le dire, mais il faut vraiment créer des champions nationaux au niveau de la transformation locale et de la commercialisation. Le financement des coopératives s'est estompé depuis plus de 15 ans. Les coopératives ne sont plus financées, elles n'ont pas suffisamment de garanties pour avoir des financements bancaires. Les banques même ne comprennent pas le fonctionnement des sociétés coopératives. Donc ça fait que, en réalité, si vous trouvez des coopératives qui fonctionnent à gogo, c'est des coopératives prêtes, non, où des gros bonnets sont par derrière qui profitent pour contourner un certain nombre de choses qui travaillent à travers ces coopératives. Donc, dans le cadre de la politique de transformation, il faut donner du pouvoir aux sociétés coopératives. Ça, il faut leur permettre non seulement d'intégrer la chaîne de commercialisation et d'exportation, mais aussi il faut leur permettre de pouvoir transformer localement dans les régions. Et c'est ce qui peut vraiment nous sortir de ces genres de crises. Et c'est vraiment une occasion d'en appeler aux dirigeants de faire en sorte que la création des champions nationaux dans la filière café-cacao au niveau des sociétés coopératives soit une réalité. Pour qu'au moins dans chaque région, si vous voyez, on a au moins 5 bonnes coopératives qui transforment par rapport à 18 régions de production du cacao, c'est quand même quelque chose d'important. À partir de ce moment-là, on est sûr que la valeur ajoutée revient aux producteurs, parce que quand une coopérative travaille, la valeur ajoutée revient aux producteurs, et cette valeur ajoutée reste en Côte d'Ivoire. Alors, permettez-moi de vous... Je vais juste compléter. Oui. Parlant de transformation, voilà l'idée que nous souhaitons même que l'État engage. C'est vrai, il est vrai que le président a signé. Il y a l'engagement qui est exprimé, tout et tout. Mais pour nous, on souhaite même que cela soit traduit par une loi ou bien une ordonnance. Obligeant donc ces lobbies-là, ces multinationales, quand elles viennent ici en Côte d'Ivoire pour implanter une usine de transformation, il faut que de facto, nos sociétés coopératives soient détenteurs d'au moins 10%. Nous, on s'est dit, on n'apportera pas cet argent, cette part-là en argent. Mais il y a une loi qui est là, qui oblige donc tout porteur de projet de transformation à obligatoirement intégrer dans son capital social une coopérative ou des coopératives à hauteur de 10% ou même 15%. Et cela, cet article, on s'inspire du code minier. L'article 6 et l'article 7 du code minier ivoirien le dit très clairement. Tout porteur de projet minier qui vient s'installer en Côte d'Ivoire concède, mais là, c'est à l'État, concède 10% à 15% à l'État comme part sociale. L'État ne vient pas en argent. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les planteurs? On a tous la volonté. Le président se bat pour de meilleures conditions de vie et de travail pour les planteurs. Le Conseil Café Cacao, le ministère de l'Agriculture, tout le monde. Donc on est d'avis. Donc en temps normal, ça ne devait pas poser problème. Il n'y a qu'à acter de sorte que pour nous planteurs, on a quel moyen pour être dans une usine, pour être comment on appelle ça, des actionnaires? On a quel moyen? Nos coopératives ont quel moyen? C'est ce que le président vient de dire tout à l'heure. On n'a pas de moyens. C'est des planteurs à l'origine qui se mettent ensemble et qui deviennent
propriétaire de cette coopérative, de la société coopérative. Alors, mais s'il y a une loi qui dit, quand on vient installer une usine, soit à Bonaté, ou à Djibiroua, ou à Bongwanou, automatiquement, ces porteurs de ce projet-là, la multinationale va concéder obligatoirement 10% à 15% dans cette échelle-là à la coopérative, à des coopératives de la zone. Eux, ils viennent en produire. Puis c'est nous qui produisons. Et la plus-value, quand on va partager les dividendes, ça va se répercuter sur la vie de ces planteurs-là. Donc c'est comme ça sera comme un salaire, un bonus. En tout cas, réussi à améliorer les conditions de vie des producteurs en Côte d'Ivoire. Messieurs, ma dernière question, et je vais me tourner vers vous, M. Soro, vous êtes le président de l'ANACASI. On a parlé tout à l'heure de la baisse de la production, les maladies qui attaquent un peu la production de cacao, les facteurs climatiques. Quand vous regardez ces évolutions, est-ce que vous pensez que dans les 2-3 prochaines années à venir, la production de cacao va reprendre son cours, va augmenter, ou bien on sera encore en baisse, et ce qui veut dire que les prix du cacao vont encore continuer de grimper? D'abord, il faut prévoir que cette crise qui a commencé là sur le marché international ne va pas s'arrêter de sitôt. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire qu'on est dans une crise du cacao qui va durer au moins 3 ans. Donc à partir de ce moment, quelles sont les dispositions qu'on prend pour que cette crise-là, à un moment donné, s'arrête ou qui doit profiter aux pays producteurs pour cette fois-ci? Nous, on le dit sur tous les plateaux que la manne financière qui est produite chaque année par le cacao, c'est 100 milliards de dollars, 100 millions de dollars. Mais c'est 6% qui reviennent aux producteurs. Aujourd'hui, si dans les différents programmes de durabilité, les gens comprennent qu'aujourd'hui, il faut maintenir les producteurs dans la production, il faut leur servir des meilleurs prix. À partir de ce moment, les producteurs vont rester dans la production, ils vont continuer à développer des plantations parce qu'ils gagnent leur compte. Vous voyez aujourd'hui, je suis sûr que le Cameroun va beaucoup mettre l'accent sur la production de cacao parce que les producteurs gagnent 4 000 francs. Bien sûr. Mais un producteur ivoirien, vous sachez, en même temps, il est producteur de VA, en même temps, il est producteur de café, il est producteur de cacao. Mais le producteur délaisse les cultures et va là où le prix est élevé. Donc si aujourd'hui, on n'est pas en train de leur desservir des prix intéressants, il n'y a pas de raison qu'ils ne quittent pas pour aller dans d'autres cultures où ils trouvent mieux leur compte. Donc cette crise actuelle ne va pas finir maintenant. Il faut vraiment que l'État s'implique avec les producteurs pour qu'on puisse véritablement faire gagner quelque chose aux producteurs. En tout cas, vos messages ont été entendus, on l'espère, grâce à Medi 1. Merci en tout cas pour vos contributions. Je rappelle, M. Soro Penatirgué, vous êtes le président de l'ANACASI, et M. Thibaut Yoro, vous êtes le secrétaire général et porte-parole de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous parlions des prix du cacao, de comment est-ce que les producteurs vivaient cette situation. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.medi1tv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.